Épisode 1. Comme tout le monde, l'amour, le travail et parfois les disputes. Bonjour, je m'appelle André. J'ai 34 ans et je vis à Lyon, dans un appartement modeste du quartier de la Croix-Rousse. Je travaille dans un petit atelier où je restaure des meubles anciens. C'est un métier que j'aime parce qu'il me permet de redonner vie à des choses que d'autres considèrent comme perdues. Je rentre souvent tard, couvert de poussière de bois, mais satisfait. Chez moi, quelqu'un m'attend. Elle s'appelle Chloé. Elle a 30 ans, et depuis 5 ans, nous partageons ce même toit, ce même quotidien, avec tout ce qu'il a de beau et d'ennuyeux à la fois. Notre vie ressemble à celle de tant d'autres couples. Nous nous aimons sincèrement, profondément, même si cela ne nous empêche pas de nous disputer de temps en temps. Parfois pour des détails ridicules, comme la vaisselle oubliée dans l'évier ou mes retards répétés. D'autres fois pour des choses plus sérieuses, parce que la voix se brise quand la fatigue prend le dessus. Mais malgré tout cela, nous restons soudés. Il suffit d'un regard, d'un geste maladroit, d'un dîner improvisé pour que tout se répare. Nous n'avons jamais prétendu être parfaits. Nous étions simplement heureux à notre manière. Chloé travaille dans une boutique de fleurs près de la place des terreaux. Elle rentre le soir avec l'odeur des roses et du romarin accrochés à ses vêtements, et quand elle pousse la porte, l'appartement semble un peu moins gris. Elle aime son métier autant que moi le mien. Souvent, elle me raconte les histoires des clients qui entrent chercher un bouquet pour s'excuser, célébrer ou annoncer quelque chose d'important. Je l'écoute, assis sur le canapé, et je me dis que dans ces mots, il y a une douceur que je ne veux perdre sous aucun prétexte. Nous avions un projet en commun, un rêve simple mais précieux. Nous économisions pour un voyage au Portugal. Elle voulait voir les ruelles d'Alfama, entendre le fado dans un bar minuscule, sentir l'air salé près de l'océan. Moi, je voulais seulement la voir sourire dans un endroit où rien ne nous rappellerait nos obligations. Chaque mois, nous posions un peu d'argent de côté, en promettant que l'été prochain serait le nôtre. Notre quotidien, même banal, avait son charme. Le matin, elle buvait son café trop chaud et se plaignait que je laissais la fenêtre ouverte. Le soir, je mettais la radio pendant qu'elle faisait semblant de ne pas aimer mes choix musicaux. Parfois, elle s'asseyait à mon atelier, après la fermeture, et regardait mes mains travailler sans rien dire. Ces moments étaient silencieux, mais pleins. Oui, il y avait des jours où nous nous énervions. Il y avait des soirs où elle se couchait avant moi, sans un mot, parce que j'avais encore promis d'être à l'heure et ne l'avais pas été. Mais même ces petites tempêtes ne duraient jamais longtemps. Le lendemain, un sourire effaçait les ombres de la veille. Nous savions tous les deux que rien ne nous menaçait vraiment. Nous étions une équipe. Nous étions heureux. Ainsi commençait notre histoire, simplement, presque tranquillement, avec des certitudes, des habitudes et la conviction naïve que tout cela durerait sans jamais se fissurer. À cette époque-là, je n'avais aucune idée que le moindre décalage, même imperceptible, pouvait un jour changer la lumière dans ses yeux. Épisode 2, la fissure que personne n'a vue. Je crois que tout a commencé doucement, presque invisiblement. Rien de spectaculaire, rien qui puisse alerter. Juste une succession de petits gestes manquants, de silences un peu trop longs. Je rentrais plus tard que d'habitude. Au début, c'était exceptionnel, puis c'est devenu une habitude. La charge de travail augmentait, les commandes s'accumulaient, et je me disais que c'était pour le mieux. Plus je travaillais, plus nous avancions vers notre voyage, vers notre avenir. C'est ce que je croyais. Chloé, elle, voyait les choses différemment. Quand je franchissais la porte, elle me souriait toujours, mais son sourire semblait flotter, comme s'il était construit trop vite. Je lui disais que j'étais fatigué. Elle répondait simplement qu'elle comprenait. C'était vrai, elle comprenait toujours trop bien. Mais moi, je ne comprenais plus rien. Je pensais que son silence signifiait que tout allait bien, alors qu'il voulait simplement dire qu'elle se retirait un peu, pour ne pas me déranger, pour ne pas rajouter un poids de plus sur mes épaules. Un soir, je suis rentré alors qu'elle avait déjà dîné seule. La table était encore dressée pour une personne. Elle lisait sur le canapé, mais je voyais que son esprit était ailleurs. J'ai tenté une plaisanterie. Elle a souri, mais ses yeux se sont détournés presque aussitôt. J'ai senti une distance, infime mais bien réelle, comme si quelqu'un avait entrouvert une fenêtre pendant que je ne regardais pas. Un courant d'air imperceptible, mais capable de changer la température d'une pièce entière. Les week-ends, que nous passions autrefois ensemble à nous promener dans les rues de Lyon ou à découvrir un nouveau café, sont devenus irréguliers. Je proposais parfois une sortie, mais elle me répondait qu'elle devait passer à la boutique ou aider une collègue. Je n'ai jamais douté de sa sincérité. Pourtant quelque chose en moi murmurait que ce n'était pas seulement le travail qui l'appelait, mais le besoin d'espace. Je n'ai pas voulu entendre ce murmure. Un dimanche, alors que je travaillais encore sur une commode en retard,
J'ai reçu un message d'elle. Elle me disait de ne pas me presser, qu'elle allait voir une amie. Nous avions prévu une soirée tranquille tous les deux, mais je lui ai répondu que ce n'était pas grave, que nous avions le temps. Mais du temps, justement, c'est ce que nous étions en train de perdre. Pas d'un coup, mais grain après grain, comme du sable échappé d'une main trop occupée pour le retenir. Je voyais bien que Chloé devenait plus réservée. Elle parlait moins de sa journée, moins de ses projets, moins de nous. Je me disais que ce n'était qu'une phase, une fatigue passagère. Je me trompais. Le changement ne se présentait jamais brusquement. Il s'infiltrait, discret, dans nos gestes routiniers. Elle s'asseyait plus loin sur le canapé. Elle riait moins à mes histoires. Elle disait plus souvent « je suis fatigué ». Et moi, dans ma naïveté, je pensais que tout se remettrait en place dès que le travail se calmerait. Je n'avais pas vu que la fissure, au départ minuscule, s'élargissait. Pas par manque d'amour, mais par manque de présence. Je l'aimais, oui, mais je n'étais plus vraiment là. Je ramenais la fatigue à la maison, je déposais mes soucis entre nous sans m'en rendre compte. Elle, de son côté, ne demandait rien. Peut-être espérait-elle que je remarque quelque chose. Peut-être attendait-elle que je m'arrête une seconde, juste une seconde, pour voir ce qui se passait. Mais je ne l'ai pas fait. Et pendant que je me disais que tout allait encore bien, Chloé, elle, commençait déjà à s'éloigner, doucement, sans bruit, comme au recul d'une lumière trop forte. Épisode 3. Les fleurs comme langage de secours. Je me souviens du moment où j'ai commencé à sentir que quelque chose m'échappait. Ce n'était pas une scène dramatique, ni une dispute violente. C'était simplement une impression, un léger poids dans la poitrine quand je la regardais et que je ne retrouvais plus exactement la même lumière qu'avant. J'avais l'impression que nos conversations devenaient plus courtes, que ces sourires tenaient moins longtemps, comme si le souffle qui les faisait vivre s'épuisait. Et moi, au lieu de parler, j'ai cherché une solution plus simple. Trop simple. Un matin, alors qu'elle partait au travail, j'ai remarqué à quel point elle semblait distraite. Elle avait oublié ses clés sur la table, sa tasse encore pleine sur le plan de travail. Ses gestes étaient mécaniques. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu oui avec un ton si doux que j'ai préféré la croire, même si mon instinct me disait l'inverse. Je l'ai laissée partir, en me promettant de faire un effort, de rentrer plus tôt, de la surprendre peut-être. C'est ce jour-là que j'ai acheté les premières fleurs. Un petit bouquet de renoncule, parce qu'elle disait toujours qu'elle ressemblait à des jupes tournoyantes. Quand je lui ai offert, elle a souri, vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Son regard s'est éclairé, et j'ai senti quelque chose en moi se détendre. C'était donc simple. Peut-être que tout pouvait se réparer avec un geste tendre. Peut-être que nous ne traversions qu'une période compliquée. Je me suis accroché à cette idée. Le problème, c'est que j'ai pris cette solution pour un remède, alors que ce n'était qu'un pansement. Le soir même, elle m'a remercié encore une fois. Mais dans ces mots, j'ai senti une nuance que je n'ai pas su interpréter. C'était de la gratitude, pas de la joie. Je confondais les deux. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué. Quand je rentrais tard, j'apportais des fleurs. Quand je voyais qu'elle parlait moins, j'apportais des fleurs. Quand je sentais une distance que je ne savais pas nommer, j'apportais encore des fleurs. Pour moi, c'était un signe d'amour, un rappel silencieux que je pensais à elle malgré mes longues journées. Pour elle, je crois que c'était la preuve que je n'avais pas vraiment compris ce qui lui manquait. Un soir, alors qu'elle rangeait un vase, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs bouquets fanés dans un coin, qu'elle n'avait pas eu le courage de jeter. Je lui ai demandé pourquoi elle les gardait. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas que je pense qu'elle ne les appréciait pas. Cette phrase m'a frappé. Elle parlait avec précaution, comme si elle craignait de me blesser. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas nous. Je commençais à comprendre que les fleurs devenaient un rituel. Un substitut aux mots que je ne disais plus, à la présence que je n'arrivais pas à offrir. J'étais persuadé d'agir par amour, mais en réalité, je me réfugiais derrière ces gestes pour éviter d'affronter ce qui se passait vraiment. Je voulais croire que je pouvais compenser mes absences. Mais on ne remplace pas une présence par un objet, même beau, même sincère. Un soir d'hiver, je suis rentré tard, encore une fois. Elle m'attendait cette fois-ci, assise sur le canapé, déjà en pyjama, les cheveux attachés comme lorsqu'elle avait passé une mauvaise journée. Elle m'a regardé poser le bouquet sur la table. Elle a soupiré doucement, un soupir qui n'était pas de lassitude, mais de résignation. Elle a dit merci, comme à chaque fois. Mais ce merci-là était vide, presque fragile. J'ai alors compris que les fleurs, au lieu de nous rapprocher, devenaient une frontière. Une distance parfumée que je construisais moi-même sans en avoir conscience. Je n'osais pas lui demander ce qu'elle ressentait. Elle n'osait plus me dire ce qu'elle avait sur le cœur.
Et dans cet espace silencieux, nous nous éloignons un peu plus chaque jour. Je voulais bien faire. Je voulais réparer. Mais je n'avais pas compris que l'on ne répare rien en posant un bouquet entre deux personnes qui ne se parlent plus vraiment. Épisode 4, le soir où tout s'est figé. Ce soir-là, je m'en souviens dans les moindres détails, même si j'aurais préféré l'oublier. La journée avait été plus longue que prévu. Une cliente m'avait demandé une restauration de dernière minute, un travail délicat que je ne pouvais pas remettre au lendemain. J'avais envoyé un message à Chloé pour la prévenir que je rentrerais tard. Elle m'avait répondu d'accord, prends ton temps. Ces mots avaient l'air simples, mais quelque chose dans leur ton m'avait dérangé. Je n'y ai pas prêté attention. J'aurais dû. Il était presque 20 heures quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas passer à la maison avant la fermeture de sa boutique. Je savais à quel point elle aimait recevoir des fleurs en fin de journée, quand elle rangeait le comptoir. C'était devenu notre rituel, même fatigué, même déformé par la routine. Alors, sans réfléchir, j'ai appelé un service de livraison. J'ai choisi un bouquet de roses blanches et d'eucalyptus, ce qu'elle plaçait toujours au centre de notre table. J'ai donné l'adresse de la boutique, payé, puis je suis retourné à mon travail, convaincu d'avoir trouvé une solution. Pendant ce temps, dehors, la pluie avait commencé à tomber. Une pluie fine, presque imperceptible au début, puis plus lourde, plus froide. La ville s'assombrissait, les rues se vidaient, et j'imaginais Chloé dans sa boutique encore éclairée, alignant les derniers bouquets, préparant les commandes du lendemain. Je me disais que le livreur arriverait, qu'elle sourirait comme d'habitude, qu'elle se dirait qu'au moins j'avais pensé à elle. Mais la vérité était différente. Dans la boutique, le tintement de la porte s'est fait entendre. Chloé a levé la tête, s'attendant instinctivement à me voir. C'était souvent à ce moment-là que j'arrivais, un peu essoufflé, un peu en retard, mais présent. Elle s'est tournée vers l'entrée avec ce sourire qu'elle avait appris à cacher derrière la fatigue. Un sourire qui espérait encore. Mais ce n'était pas moi. C'était un livreur, trempé jusqu'aux épaules, tenant un bouquet emballé dans du papier craft. Quand il a prononcé mon nom, elle a compris. Ce n'était pas une surprise, ni un geste romantique. C'était un remplacement, une délégation. Elle a pris le bouquet lentement, comme si ses gestes pesaient 2 fois leur poids. Elle a remercié le livreur avec politesse. Sa voix était calme, presque trop calme, et le livreur, sans comprendre la scène, a quitté la boutique sous la pluie. À cet instant précis, quelque chose en elle s'est brisé en silence. Elle s'est assise derrière le comptoir, le bouquet posé devant elle. Les gouttes qui glissaient sur le papier ressemblaient à des larmes qu'elle ne versait pas encore. Cette absence que j'avais justifiée par la fatigue, elle la ressentait depuis des mois. Mais là, c'était visible. Un homme qu'elle ne connaissait pas venait à ma place, porteur d'un geste qui aurait dû être le mien. Un geste qui perdait tout son sens en moi. La boutique était presque vide, éclairée par une seule lampe restée allumée dans le coin. Les fleurs sur les étagères semblaient l'observer, témoin muet d'un moment où l'amour n'avait pas disparu, mais où sa forme avait changé. Elle ne m'en voulait pas. Ce n'était pas une colère. C'était pire. C'était un constat. Elle a regardé le bouquet encore une fois et a murmuré, pour elle-même, ces mots qui allaient tout redéfinir. Je n'étais pas là pour l'entendre. Je n'étais nulle part près d'elle. J'étais encore au travail, convaincu de bien faire, ignorant que ma place n'était pas dans cet atelier mais à quelques rues de là, dans une petite boutique où la lumière se reflétait sur les larmes silencieuses. Ce soir-là, sans bruit, sans drame, sans cri, notre histoire avait franchi une ligne invisible. Et je ne le savais pas encore. Épisode 5, la phrase qui a tout changé. Le lendemain matin, j'ai quitté l'atelier plus tôt que d'habitude. La veille m'avait laissé un goût étrange, une impression que quelque chose clochait. Je voulais rattraper le temps perdu, lui proposer un dîner, une promenade, n'importe quoi qui aurait pu adoucir cette distance qui s'était glissée entre nous. Je savais que je devais faire un pas, mais je ne savais pas encore à quel point j'étais en retard. Quand je suis arrivé devant la boutique, la lumière était allumée. À travers la vitrine, j'ai aperçu Chloé en train de disposer des bouquets sur la table centrale. Son geste était lent, presque mécanique. J'ai reconnu cette attitude. Elle l'avait toujours quand quelque chose lui pesait. Je suis entré. Le petit tintement de la porte m'a paru plus fort que d'habitude. Elle se tournait vers moi. Son regard n'exprimait ni colère ni reproche. C'était quelque chose de plus calme, plus profond. Une lassitude douce, presque résignée. Je me suis avancé, hésitant. J'ai voulu parler, dire quelque chose, m'excuser peut-être, mais elle m'a devancé. « André, il faut qu'on parle. » Ces mots, je les craignais sans vouloir me l'avouer. Nous nous sommes assis à la petite table près de la fenêtre. La rue était encore humide après la pluie. À l'intérieur,
L'odeur des fleurs rendait l'air plus lourd. Elle a posé ses mains sur la table, comme pour s'ancrer. Sa voix tremblait légèrement, mais elle restait posée. Hier, j'ai reçu les fleurs. Et quand le livreur a dit que c'était toi, j'ai compris quelque chose. J'ai senti mon cœur se serrer. Je savais ce qu'elle allait dire. Pourtant, je ne voulais pas l'entendre. Elle a inspiré profondément. Tu sais, avant, tu venais toi-même, même fatigué, même en retard. Tu entrais ici et tout s'éclairait un peu. Maintenant, ce ne sont plus que des fleurs. Plus toi, plus nous. Elle marquait chaque mot avec une précision douloureuse. Ce n'était pas une accusation. C'était un constat, un bilan de notre histoire. J'ai voulu protester, dire que je travaillais pour nous, que je ne voulais rien d'autre que notre bonheur. Mais elle a secoué la tête avec une douceur qui m'a coupé le souffle. Je ne te reproche pas de travailler. Je ne te reproche pas la fatigue. Mais tu as cessé d'être là. Pas juste physiquement. Ici, avec moi, les fleurs, elles sont belles, oui. Mais elles ne parlent pas. Elles ne remplacent pas une présence. Je sentais mes mains trembler. J'ai cherché ses yeux, espérant y trouver une ouverture, une porte encore entrebâillée. Mais ce que j'y ai vu, c'était une tristesse calme, celle qui vient quand on a déjà pleuré tout ce qu'on avait à pleurer. Elle a continué. Plus bas, j'ai essayé de t'attendre. J'ai essayé de te comprendre. J'ai essayé de me convaincre que c'était une phase, que tu reviendrais vers moi. Mais hier, quand j'ai vu ce bouquet sans toi, j'ai su que quelque chose s'était cassé pour de bon. Le silence qui a suivi était long. Je sentais tout s'écrouler autour de moi, mais sans bruit, comme un bâtiment vidé de ses fondations. Alors j'ai demandé, presque dans un souffle, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts. « Rien. Il n'y a plus rien à faire. » Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle dispute, parce qu'ils étaient vrais, parce qu'elle avait déjà traversé tout le chemin du doute, du regret, de l'espoir, et qu'elle était arrivée au bout. Elle s'est levée doucement, a pris le bouquet de la veille, désormais légèrement fané, et l'a posé entre nous. C'est notre histoire, André. Belle, mais trop usée pour continuer. Je n'ai pas réussi à répondre. Ma gorge était sèche, mes pensées confuses. Je voulais dire que je l'aimais, que je pouvais changer, que je pouvais être présent. Mais je savais que ces mots arrivaient trop tard. Elle a murmuré, presque comme un adieu. Il venait avant. Maintenant, seulement des fleurs. Cette fois, je l'ai entendu moi-même. Et je savais que c'était la fin. Je suis sorti de la boutique avec le cœur lourd, incapable de me retourner. La porte a sonné derrière moi une dernière fois. Le bruit d'une histoire qui se referme. À partir de ce jour, je n'ai plus apporté de fleurs. Parce qu'elle n'avait plus personne à qui parler. The End.